Bonjour à toutes. Alors, je suis moi Chloé Rousselière, je suis pharmacien au CHU de Lille et donc, si j'interviens ici aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis le pharmacien référent pour le service de rhumatologie. Et donc, moi, aujourd'hui, mes propos sont donc dits introductifs et on va reprendre quelques définitions. Alors, pour des contraintes horaires, c'est Delphine Stomont qui est intervenue avant. Vous allez voir, je reparlerai un petit peu d'immunogénicité, mais voilà, c'est des propos très, très généraux. Alors, du coup, l'idée aussi, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut dire par thérapie ciblée. Vous savez qu'avant, on parlait beaucoup donc, de biomédicaments, de biothérapie. Aujourd'hui, on parle de thérapie ciblée quand on est dans les maladies inflammatoires et dysimmunitaires. Et donc, dès qu'on parle de thérapie ciblée, on a en tête cette cible. Et donc, par définition, c'est de la médecine dite de précision. A contrario, par exemple, dans la thématique qui nous intéresse, de l'action des corticoïdes, qui a eu une action très très large et du coup pas vraiment ciblée. Et donc, ces médicaments, ils vont aller bloquer ou activer la cible selon en fait l'effet thérapeutique qui va être souhaité. Et donc, dans les maladies inflammatoires ou dysimmunitaires, c'est par exemple bloquer les mécanismes de l'inflammation tout en conservant quand même un système immunitaire relativement efficace pour permettre aux patients de lutter quand même contre les infections. C'est trouver ce juste équilibre. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'avant, par thérapie ciblée, on ne parlait que des biomédicaments ou biothérapie. Mais depuis quelques années, vous verrez, j'en parlerai après, il y a quelques molécules chimiques qui ont fait leur apparition. Alors, c'est grâce à la meilleure connaissance des maladies qu'on a pu justement développer ces thérapies ciblées. Donc, parce que, voilà, on l'a dit, ce médicament, il va aller agir sur la cible qu'on souhaite. Et donc, pour inventer ces médicaments, eh bien, il faut bien avoir compris la physiopathologie de la maladie, bien avoir identifié les cibles pharmacologiques, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut aller toucher la cible pharmacologique qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça, bon, ça fait quelques années maintenant que ces médicaments sont à disposition, mais c'est quand même relativement récent par rapport peut-être à l'histoire de la médecine. Et donc, aujourd'hui, les thérapies ciblées, donc bien entendu, donc ce sont des anticorps monoclonaux, les fameux MAB, infliximab, rituximab, adalimumab, bon, j'en cite trois, voilà, il y en a de nombreux autres. Également, donc, ce qu'on appelle les protéines de fusion, donc vous voyez qu'il reste un petit bout d'anticorps monoclonal, mais ici, on a remplacé la partie supérieure, la partie Fab de l'anticorps monoclonal, ici par des protéines. Donc, ces médicaments sont appelés protéines de fusion et donc, ils se finissent par sept. Donc, c'est l'étanercept, notamment l'abatacept. Et donc, depuis quelques années, donc ça, on est dans le domaine des protéines, des biomédicaments. Et depuis quelques années, donc, sont apparus donc, dans les maladies inflammatoires et dysimmunitaires les inhibiteurs enzymatiques. Donc, majoritairement, donc, ils se finissent, le suffixe est inhib. Et donc, par exemple, que ce soit en rhumatologie, en gastro-entérologie, donc on a les inhibiteurs de Janus kinase avec tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, filgotinib. Et plus récemment aussi une autre famille qui s'appelle les inhibiteurs de phosphodiesterase 4. Et alors là, ils nous ont mis un petit piège parce que ça ne se finit pas en inhib, ça se finit en ast. Mais vraisemblablement, la famille se finira en ast. Alors, un peu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un biomédicament ou une biothérapie? Si on faisait une sorte d'enquête micro-trottoir, eh bien, sans doute que la première réponse, ce serait ça. En plus, c'est très en vogue en ce moment. Donc, c'est un biomédicament. C'est un médicament qui est issu alors pas de l'agriculture biologique, je force le trait, mais qui est issu d'une recherche biologique de composants naturels, etc. Autre réponse qui est la plus fréquemment évoquée, c'est la médecine douce. Voilà, parce que bio, ça amène à quelque chose de très… on sait, il y a l'allopathie avec les médicaments, et puis voilà, il y a les médecines douces. Et donc, ça, en cas d'interrogation de gens comme ça dans la rue, ce sont selon les deux définitions qui reviennent le plus souvent. Mais voilà, ce n'est pas du tout ça.
Un biomédicament, donc dans sa définition, en fait, c'est surtout un médicament qui est produit à partir de cellules vivantes. Donc, on n'est plus dans la chimie, on est dans la biologie. Et donc, c'est à partir d'une cellule, alors d'une bactérie, de levure, etc., on va produire la protéine qui nous intéresse. Donc, la définition dans le Code de santé publique, c'est tout médicament dont la substance active est produite à partir d'une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d'essais physiques, chimiques, biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle. Et donc, vous voyez ici, donc, par rapport, par exemple, à la molécule, pardon, je reviens, la molécule de tofacitinib, je ne me rends pas bien compte si vous avez fait beaucoup de chimie, mais ça, c'est une molécule relativement simple. Vous voyez, sur les biomédicaments, on est sur des protéines, donc chaque petite bille, c'est un atome, oxygène, carbone, etc. Donc, vous voyez, on est sur des structures beaucoup plus complexes. Donc là, par exemple, c'est l'insuline. Donc, par des tests simples, on ne peut pas être sûr que la molécule elle est strictement identique, parce que ce sont des molécules très complexes. Et puis en plus, vous avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré la molécule en surface plane. Là, du coup, la molécule elle est en 3D. Donc, vous voyez aussi que la façon dont elle va se replier sur elle-même, etc., donc la forme qu'elle va adopter, a vraiment son importance, au-delà même de sa composition. C'est aussi sa forme qui va agir. Donc, les process de fabrication, c'est là où ils mettent que c'est très important, et je vous en reparlerai pour les biosimilaires, c'est très important de maîtriser le process de fabrication parce que c'est tout ce gage de qualité qui va définir donc, le biomédicament. Et donc, s'il y avait une définition à retenir en bref, un biomédicament, une biothérapie, c'est une macromolécule, donc vous voyez, un gros truc comme ça, à visée thérapeutique et donc qui est produit à partir de cellules vivantes, souvent des bactéries. Et donc, comme biomédicaments que vous connaissez depuis de nombreuses années, vous avez par exemple l'insuline, l'héparine, bon, bien sûr, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, les anticorps monoclonaux, mais également aussi les vaccins, quand ils ne sont pas des vaccins vivants. Quand ce sont des vaccins vivants, ce sont des, ce sont les agents pathogènes vivants à proprement parler. Là, les vaccins non vivants, en fait, on les a reproduits à partir de cellules vivantes. Et donc, tous ces biomédicaments sont essentiellement de nature protéique, donc ils sont dégradés par les enzymes du tube digestif, donc en général, on les administre par voie parentérale, que ce soit en perfusion intraveineuse, que ce soit en sous-cutanée, pour la majorité des cas. Et donc, pour rappel, donc, des grosses familles thérapeutiques, donc vous avez ici, par exemple, les produits sanguins labiles. Donc là, on a pris le sang d'un donneur de sang, on a fabriqué, on a, alloti, par exemple, des culoglobulaires de plasma. Donc là, on est pas vraiment, on est sur du don. En fait, ça n'a pas été retravaillé par l'industrie pharmaceutique. On est vraiment sur le produit sanguin brut. Ici, déjà, on a les médicaments donc, dérivés du sang. Donc, par exemple, ici, on a le plasma qui contient des immunoglobulines. Mais ici, quand on parle de médicaments dérivés du sang, c'est qu'il y a eu tout un processus de purification. Et donc, par exemple, peut-être vous connaissez les fameuses tégélines, qui sont des immunoglobulines humaines polyvalentes. Vous avez aussi tous les facteurs de la coagulation qui peuvent être utilisés, notamment dans les hémophilies. Et donc, tout ça est fabriqué, récupéré à partir des dons du sang. Donc, les produits sanguins labiles, voilà, le sang, les médicaments dérivés du sang, donc là déjà, on a purifié, on a extrait ce qui nous intéressait. Les biomédicaments, donc là, on a reproduit, donc les immunoglobulines, ce sont des anticorps. Donc là, en fait, on a reproduit des anticorps thérapeutiques cibles à partir de cellules vivantes. Donc là, on parle de biomédicaments. Avant, quand on prenait, je sais pas moi, de l'héparine de porc ou de l'insuline animale, on n'était pas sur des biomédicaments. Là, vraiment, on parle de biomédicaments parce qu'on les a synthétisés à partir on les a produits à partir donc d'autres cellules du vivant. Et donc, enfin, les molécules chimiques, donc je sais pas moi, de moins en moins, mais au moins 70% des médicaments, parce que les biomédicaments se développent en fait chaque année un peu plus. Et donc, par exemple, paracétamol, prednisone et les fameux baricitinib.
Et donc, par exemple, en termes de processus de fabrication, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, de toute façon, je ne suis pas une experte des processus de fabrication des biomédicaments, mais donc vous voyez ici, donc vous avez votre cellule humaine, vous retirez le matériel génétique qui vous intéresse. Ici, vous avez une bactérie, donc c'est ce qu'on appelle la technique de l'ARN recombinant. Vous avez une bactérie, pareil, vous prenez son matériel génétique, vous faites votre assemblage pour produire la protéine qui vous intéresse. Et donc, après, cette bactérie, eh bien, elle va produire ce matériel génétique qui contient donc, le gène humain d'intérêt. Vous allez produire ces bactéries en très, très grande quantité. Donc, c'est par un process de fermentation, donc ce qu'on appelle des bioréacteurs. Pardon. Donc, c'est pour vraiment produire en très, très grande quantité ces bactéries. Vous allez faire des process de purification. Et puis après, du coup, vous allez élaborer votre médicament, ajouter les bons excipients, le bon milieu et tout pour que le médicament soit bien stable, etc. Et donc, vous voyez, on part du matériel génétique humain qui nous intéresse, produire un anticorps qui va aller bloquer un récepteur à l'interleukine 6, etc., qui va aller bloquer le TNF-alpha. On le fait produire par une bactérie, on l'extrait et on formule le médicament. Et donc, au niveau des mécanismes d'action, donc il y a il y a deux types de mécanismes d'action. Donc, soit on est sur des médicaments dits substitutifs, donc ils vont corriger une insuffisance, l'insuline, les facteurs de la coagulation, l'hormone de croissance. Notre organisme, l'organisme du patient est en défaut de ces protéines-là et on va lui apporter. Ou alors, un médicament modificatif, et donc ça va venir modifier par des actions donc, agonistes, donc ça vient renforcer, antagoniste, ça vient bloquer notre cible est thérapeutique, et donc ça va soit neutraliser ou au contraire déclencher la réaction souhaitée au sein de l'organisme. Et donc c'est par exemple les vaccins, les interférons qui jouent aussi dans les défenses immunitaires, et les anticorps thérapeutiques qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Donc, vous l'aurez compris, dans les maladies inflammatoires et ou dissimmunitaires, l'effet, le mécanisme d'action qui nous intéresse, c'est l'effet modificatif. On va venir modifier la réponse immunitaire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que bon, ça m'arrange, Delphine Staub, on n'est plus là, mais voilà, je ne suis pas non plus une experte du psoriasis, mais voilà, l'idée c'était de dire, vous voyez, maintenant on connaît donc de mieux en mieux peut-être les mécanismes à l'origine du psoriasis. Donc on sait qu'il y a des facteurs environnementaux qu'on maîtrise plus ou moins, une susceptibilité génétique qui est plus ou moins identifiée selon la maladie. Et donc tout ça, ça va entraîner l'activation des cellules de l'immunité. Et donc, en laboratoire, on va avoir identifié que dans le psoriasis, waouh, on sécrète beaucoup d'interleukine 12, d'interleukine 23, du TNF, etc. Et donc, tout ça, ça donne cette cascade de l'inflammation qui va aller s'attaquer aux cellules cutanées, aux cellules de la peau et qui sont à l'origine du psoriasis. Eh bien, dites-vous que tout ce qu'on a identifié là, eh bien, c'est autant de cibles thérapeutiques qu'on va essayer de développer. Et c'est ça les thérapies ciblées. Et donc, par exemple, dans le psoriasis, donc là, vous avez la cellule avec toutes les interleukines, le TNF qui est sécrété et donc qui va aller ensuite s'attaquer aux cellules de la peau. Et donc, vous voyez que ces médicaments-là, secukinumab, ixekizumab, ils vont agir sur l'interleukine 17. Celui-là, le guselkumab, il va aller agir sur l'interleukine 23, donc un petit peu plus en amont. Et par effet domino, du coup, ça va avoir un effet sur l'interleukine 17. Ceux-là, ustekinumab, notamment commercialisé en France, il va agir sur les deux, interleukine 12, interleukine 23. Et puis ceux que vous connaissez sans doute, adalimumab et etanercept, ils vont aller agir donc, sur les récepteurs du TNF-alpha et donc sur le TNF-alpha libre. Idem donc pour ce qu'on appelle les inhibiteurs de Janus kinase, les JAK-I. Eh bien, sauf que là, en fait, plutôt que d'être en dehors de la cellule, là, on est dans la cellule. Et donc, on a identifié donc, ce récepteur avec la voie qu'on appelle la voie JAK-STAT. Eh bien, ils vont, au niveau de la cellule,
entraîner, si on ne bloque pas cette voie JAK-STAT, ça entraîne au niveau de la cellule la production en fait, de tout un tas de matériel génétique qui va favoriser la réaction inflammatoire. Et donc produire derrière les interleukines qu'on ne veut pas à l'origine, des chocs cytokiniques, etc. Et donc on va venir, le tofacitinib, baricitinib, etc., ils viennent bloquer cette voie de JAK-STAT et donc ils vont empêcher donc la cascade de l'inflammation, du coup très très au début de la réaction, pour éviter que la cellule derrière, elle produise donc toutes ces interleukines. Et donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous savez, dans le Covid, certains patients, on a dit qu'ils faisaient des réactions immunitaires très, très importantes et qu'au-delà de la maladie Covid qui attaquait leurs poumons, etc., c'était sans doute la réaction immunitaire qui posait problème, en tout cas pour des patients qui allaient finir en réanimation. Et donc, on a essayé donc, les fameux anti-interleukine 6 et on a essayé aussi les inhibiteurs de JAK-STAT pour essayer de stopper en fait cette réaction immunitaire excessive qui rendait la gestion du malade compliquée et donc sa prise en charge incertaine, on va dire. Et donc, idem, c'est mon dernier exemple, dans les rhumatismes inflammatoires, eh bien, vous voyez, donc, de la même façon, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux. Tous ces facteurs viennent activer donc, les cellules de l'inflammation. Et donc, vous voyez, ici, on retrouve l'interleukine 6, l'interleukine 23, l'interleukine 17, le TNF. Et donc, tout ça, ce sont autant de cibles thérapeutiques qui vont être utilisées pour éviter donc, que les ostéoclastes, ces cellules mangeuses d'os, eh bien, elles viennent détruire l'articulation. Vous voyez, on a identifié cette cascade qui est à l'origine donc, de la destruction de l'os. Et donc, on va aller agir sur cette cascade, sur des points clés, le TNF, l'IL-17, l'IL-6, par exemple. Et puis les lymphocytes aussi. Donc, pour élargir quand même un petit peu la discussion, donc, bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé de données plus récentes, mais voici en fait la répartition des indications thérapeutiques des anticorps qui sont commercialisés en France. Donc là, c'était en mars 2017. Donc vous voyez qu'il y a quand même tout un tas de thématiques. Donc bien sûr, en cancérologie, vous savez que l'immunothérapie est de plus en plus utilisée en cancérologie et en hématologie. Et donc vous retrouvez aussi donc la rhumatologie, où il y a quand même pas mal de biomédicaments disponibles. Dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Vous retrouvez également aussi la dermatologie. Vous retrouvez la gastro-entérologie, donc, qui se développe aussi bien. Vous retrouvez la pneumologie, donc la pneumologie, c'est ici, et la neurologie. Donc, vous retrouvez donc, ces maladies où il peut, on va dire, discipline médicale où on peut retrouver des maladies dysimmunitaires, des maladies auto-immunes et donc pour lesquelles on a besoin de biomédicaments, de thérapies ciblées pour les traiter. Et donc, bien sûr, comme ces chiffres sont de 2016, là, ici, il n'y a pas l'infectiologie, mais vous avez dû en entendre parler. Donc, je vous ai dit, donc, pour les malades qui présentaient des réactions immunitaires sévères suite à la Covid, on a utilisé des biomédicaments, alors des biomédicaments qui existaient déjà. Et puis maintenant, vous savez, dans les formes précoces, voire aussi pour prévenir l'infection au coronavirus chez les patients traités par biothérapie, eh bien, il y a des anticorps maintenant qui sont disponibles. Donc maintenant, l'infectiologie rentrerait dans ces thématiques où on développe des biomédicaments, soit en traitement préventif, soit en traitement curatif de la maladie. Alors, donc, pour faire le lien et un petit peu d'histoire sur ces biomédicaments produits, au début, donc, vous voyez, dans les années 1975, les anticorps qui étaient produits par la technique de l'hybridome, c'est des anticorps de souris, en fait. Donc, ils entraînaient énormément de réactions allergiques graves. Normales, nous ne sommes pas souris. Donc, nous, nos défenses immunitaires d'humains
reconnaissait ces anticorps comme un agresseur et donc répondait en conséquence. Et donc, malheureusement, donc, on n'a pas pu les utiliser très longtemps, mais au fur et à mesure de la recherche biomédicale, les chercheurs ont réussi à rendre ces anticorps de plus en plus humains. Et donc, avec le suffixe, vous pouvez savoir en fait un peu le degré d'humanisation, on va dire, de l'anticorps. Donc, les XIMAB sont des chimériques, donc homme-souris, la partie bleue étant la partie humaine, la partie rouge étant la partie souris. Et vous voyez, au fur et à mesure, le rouge diminue pour arriver donc d'abord les XIMAB, infliximab, rituximab, les UMAB, et enfin ocrelizumab par exemple, et enfin les anticorps humanisés, les MUMAB. Et donc en termes de tolérance, de réaction immunogène, eh bien, ce sont des anticorps qui sont de mieux en mieux tolérés, les MUMAB étant normalement les mieux tolérés par rapport aux XIMAB. Et puis, alors ça, ce n'est pas toujours vérifié, mais comment dire, ils s'éliminent moins vite aussi de l'organisme. Le fait qu'ils soient humains, en fait, notre organisme va les éliminer moins rapidement. Et donc, de fait, logiquement, on est censé faire des injections moins rapprochées. Et donc, partant de ce constat-là, ce problème d'immunogénicité, le premier n'est plus du tout commercialisé. Les XIMAB et les UMAB sont d'administration hospitalière. Alors, c'était vrai jusqu'à récemment, sachant que maintenant, l'infliximab est maintenant disponible en seringue et en stylo pour administration sous-cutanée, si ce n'est qu'au début, il fallait que le patient ait fait quelques perfusions intraveineuses à l'hôpital pour qu'on s'assure qu'il tolérait bien le traitement avant de pouvoir recourir au stylo, aux seringues à la maison. Maintenant, dans la polyarthrite, donc ça date du début d'année, dans la polyarthrite rhumatoïde notamment, il n'est plus nécessaire en fait de faire les injections IV pré-voie sous-cutanée. Alors, ça fait partie des recommandations. Je pense que je n'en ai pas discuté récemment avec eux, mais il me semble qu'en rhumato, ils maintiennent quand même quelques perfusions intraveineuses avant de recourir à la voie sous-cutanée. Et puis, les MUMAB, pour le coup, c'est ceux qui sont disponibles en ville, en seringue, en stylo, et donc que le patient, après une formation par vos soins, que le patient peut s'administrer en autonomie ou à l'aide d'une infirmière libérale à domicile. Et donc maintenant, on va, quelle heure, ouais, 10h32, je vais avancer vite donc, sur les biosimilaires. C'est quelque chose qui vous parle, les biosimilaires? Alors, une définition, ce n'est pas si facile, mais comme pour les biomédicaments, donc ce sont des médicaments donc, issus du vivant. Je vous l'ai dit, ce sont des molécules complexes. Des anticorps monoclonaux, c'est encore plus gros et encore plus complexe qu'une molécule d'insuline. Ça a des processus de production qui sont aussi très complexes et donc, on ne peut pas garantir simplement que la molécule, vraiment au niveau de l'analyse de la molécule, on ne peut pas garantir facilement que la molécule elle est strictement identique. Donc, bien sûr, on va faire des tests de chimie analytique, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour dire que le biosimilaire est bien la copie parfaite du médicament de référence. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de similarité, c'est-à-dire qu'on va faire des tests, notamment chez l'homme, en termes d'efficacité, de tolérance et de sécurité, et donc pour s'assurer qu'on a bien une réponse similaire, que le médicament il est bien éliminé, enfin, il arrive bien sur la bonne cible thérapeutique, comme le médicament de référence, qu'il est bien éliminé de la même façon, que les patients ne font pas plus d'effets indésirables avec le biosimilaire qu'avec le biomédicament de référence. Et donc, quand on arrive à tout ça, on peut dire qu'il est similaire. Et donc, ces médicaments, à l'identique des génériques, peuvent être commercialisés, ces biosimilaires, après 10 ans de commercialisation du biomédicament de référence. Et donc, qu'est-ce qu'un biosimilaire? Vous voyez à l'œil nu, un biosimilaire, ça ressemble énormément à un médicament original. C'est la même molécule active, selon différents critères. Et donc, je vous le dis, cette molécule étant beaucoup plus simple en chimie analytique, on peut s'assurer
par des études de bioéquivalence aussi que c'est bien la même molécule. Et là, on est sur de l'ordre du générique. Donc, on parle de générique quand c'est des médicaments chimiques, alors que sur ces protéines, qui sont des molécules très, très complexes, on parle plutôt de similarité. Et donc là, je reprends, donc c'est la source de l'assurance maladie. Au niveau des études qu'on doit mener pour être qualifié de médicaments similaires, vous voyez que c'est quand même pas simple. D'abord, bien sûr, des études comparatives de qualité, donc in vitro, de l'analytique, de la pharmacologie, etc. Ensuite, des études non cliniques comparatives en termes de pharmacodynamie, toxicologie. Et puis enfin, la troisième étape, les biosimilaires, pour être commercialisés, doivent avoir fait l'objet d'une étude chez l'homme dans une des pathologies du biomédicament de référence. Alors bon, ça a posé un petit peu question au début. Et puis bon, les industriels aussi, parfois font, par exemple, le rituximab qui a des AMM dans la polyarthrite rhumatoïde et en oncologie. Ils ne se sont pas, pour que les médecins et le corps médical soient sûrs d'utiliser un biosimilaire, ils ont fait des études aussi bien dans la polyarthrite qu'en oncologie, pour rassurer tout le monde. Et donc, ces études chez l'homme sont faites, vous savez, vous savez, c'est randomisé en double aveugle. Donc, il y a un patient qui reçoit le biosimilaire, il y a un patient qui reçoit le biologique de référence, et donc on s'assure que les résultats sont bien équivalents. Il n'y a pas de différence statistique en termes d'efficacité, de sécurité et d'immunogénicité. Là, je vais passer rapidement, je vous ai listé les principales familles thérapeutiques qui sont utilisées dans ces maladies inflammatoires et auto-immunes. Bon, c'est pas facile de retenir tous ces noms de médicaments. On s'en mêle un petit peu les pinceaux. Il faut vraiment être ultra spécialiste souvent pour bien les retenir. Et donc, pour finir, je voulais vous parler rapidement d'un livret que nous avions rédigé avec l'ensemble des médecins du FHU précédent, donc qui s'appelait le FHU imminente, donc qui regroupait tous les spécialistes des maladies inflammatoires dysimmunitaires du CHU de Lille, gastro-entérologues, pneumologues, rhumato, neuro, etc. Et donc, on avait fait ce livret à l'attention des patients, donc il est disponible sur le lien suivant. Et donc, pour votre info, donc ça permet de retrouver dans des mots très simples, appropriés aux patients. Il y a très, très peu de noms de molécules et tout. Ça ne se veut pas du tout quelque chose de promotionnel vis-à-vis des médicaments utilisés. Mais voilà, de répondre à des questions simples. L'inflammation, qu'est-ce que c'est? Comment agit ma thérapie ciblée? Comment va se dérouler mon traitement? Comment réaliser l'injection de ma biothérapie, etc. Les situations à risque. Est-ce que je peux me faire vacciner? J'ai laissé ma biothérapie en dehors du réfrigérateur. J'ai une chirurgie, un dentiste de prévu. J'ai envie de voyager. Activité physique, désir de grossesse, gestion des déchets. Et puis enfin, qu'est-ce qu'un biosimilaire? Et donc, on est en train de travailler à une version 2 de ce livret parce qu'il a déjà maintenant quelques années. Puis, par exemple, on ne parlait pas de la vaccination Covid. Donc, ne serait-ce que pour cette partie-là, il est important de le mettre à jour. Alors, bon, si on veut pas le changer toutes les semaines en ce moment, il faut quand même que ce qu'on dise soit assez générique. Par exemple, que la vaccination Covid est recommandée. Et donc voilà, je vous ai mis donc quelques exemples. On a pu faire appel à une équipe graphique qui a donc travaillé sur cette maquette. Et donc voilà ce qu'il en ressort. Et donc, voilà. Moi, de moins en moins, mais j'avais la chance de travailler avec Géraldine Melin en consultation et maintenant en HDJ de rhumato sur justement des consultations tripartites, donc le rhumatologue, l'infirmière et le pharmacien qui interviennent successivement auprès du patient. Et donc, j'ai listé quelques missions que j'avais identifiées, donc de l'infirmière auprès des patients traités par biothérapie ou thérapie ciblée. Par exemple, le contrôle du bilan préthérapeutique, qui est un go nécessaire avant de démarrer le traitement. L'aide au choix du dispositif d'administration, c'est ce qui est fait en gastro-entérologie, me semble-t-il.
pour les biosimilaires, hein, quand d'une même molécule, on a plusieurs types de stylos disponibles, et ben, le patient peut choisir, l'infirmière l'aider à choisir s'il est préférable d'avoir plutôt un bouton qui déclenche ou alors un déclenchement automatique. Bien sûr, la formation du patient à l'auto-injection de sa biothérapie pour lui donner son autonomie par la suite. Participation au programme d'éducation thérapeutique quand ça existe. En rhumatologie, Géraldine et Geneviève font la hotline du service des consultes. Donc c'est elles qui répondent aux différentes questions des patients. Et elles ont été nombreuses, notamment avec le Covid. Et puis, bien entendu, les informations des patients sur tout ce qui est sécuritaire, principaux effets indésirables, conduite à tenir en cas d'infection et recommandations vaccinales et d'autres points. Voilà.